on se rend bien compte qu'innovation ne rime pas forcément avec solution. Solution aux enjeux du XXIe siècle. C'est même parfois l'inverse, parce qu'il se trouve que pollution, réchauffement climatique, pauvreté, inégalité et même effondrement de la biodiversité sont tous intrinsèquement liés. Donc si au lieu de parler d'innovation, on parlait de solution. Une solution mathématique, par exemple, elle répond bien à un problème mathématique. Donc transférer dans la sphère des objets, une solution technique répond à un problème technique. Et donc par définition à un problème humain, pas un problème animal ou végétal. Un problème de société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère au départ que la recherche d'une nouvelle solution technique contribue au progrès de la société. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que innover, pourquoi est-ce qu'une entreprise innove aujourd'hui? Une entreprise innove aujourd'hui pour être compétitive, par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle veut être compétitive? Parce qu'elle veut générer de la croissance. Pourquoi est-ce qu'elle veut générer de la croissance? Parce qu'elle veut rembourser des emprunts ou des actionnaires. Et si on veut avoir une idée de à quel point est-ce que être compétitif, c'est un outil pour répondre à des solutions, enfin c'est un moyen de répondre à des problèmes, pardon, on peut regarder ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, des auteurs comme Gauthier Chapelle ont prouvé que malgré tout ce qu'on pouvait avoir comme image de la loi de la jungle ou la sélection naturelle, l'évolution par sélection naturelle, et en fait, en 3,8 milliards d'années d'évolution, la compétition ne prévaut que dans des situations où les ressources sont abondantes. Une situation d'abondance. La règle générale, dans des environnements contraints en sources d'énergie ou en ressources naturelles, c'est plutôt l'entraide. C'est pas instinctif, mais voilà, plutôt que la compétition, l'entraide. Si on s'intéresse maintenant à la croissance, parce que la croissance, c'est vraiment un levier d'évolution dans la nature, on se rend vite compte qu'il y a deux types de croissance dans la nature. Il y a une croissance qui nous permet de grandir, de mûrir, d'être assez fort et pour pouvoir transmettre quelque chose, que ce soit un patrimoine génétique ou un savoir-faire, ou ne serait-ce que pouvoir se protéger ou survivre dans un environnement, dans un milieu. Et ensuite, il y a une deuxième croissance, c'est une croissance qui génère des excroissances, c'est une surcroissance, et elle, la plupart du temps, que ce soit le cancer ou autre, eh ben, ou l'obésité par exemple, eh ben, elle amène à menacer la vie de l'organisme. Donc si on s'intéresse à ce qui se passe dans la nature, on voit bien que compétition et en découler croissance ne sont pas des leviers de progrès, entre guillemets, d'évolution. Plutôt l'inverse. Qu'en est-il de l'audace? L'audace est poussée par la peur, mais par définition, elle est aussi poussée par l'orgueil. À côté de ça, le courage, autant pour les philosophes occidentaux que pour les samouraïs japonais, il est poussé par la justice. Il n'est estimable que quand il est au service d'autrui. Donc finalement, quand on veut répondre aux enjeux du XXIe siècle qui nous attendent, qui sont ceux qu'on connaît et qui sont assez complexes, est-ce qu'il vaut mieux parler d'innovation audacieuse, comme par exemple disrupter la mobilité comme Uber ou Tesla, ou est-ce qu'il vaut mieux parler de solutions courageuses ou de progrès courageuses? Bon. Ben moi, j'ai eu cette prise de conscience il y a exactement 3 ans. Je venais d'être diplômé d'école d'ingénieur, donc j'étais à peu près à votre place, peu de choses près. Et rien ne m'y prédisposait à ce déclic, parce que concrètement,
J'avais eu de bons résultats à l'école, j'avais suivi la voie royale au même temps que suivi mon rêve d'enfant. J'avais fait une école d'ingénieur et de designer pour être designer automobile, puis designer produit, donc ce que je voulais faire depuis que j'étais petit. Et au bout de 5, 6 ans, 7 ans de parcours comme ça scolaire un peu tracé, c'est quand je suis sorti d'école, quand je me suis retrouvé diplômé, que je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingénieur, j'avais vraiment pas envie que mon temps, mes compétences, éventuellement mes talents, mon énergie, eh bien, soient mis au service du problème plutôt que de la solution. En tant que designer, j'avais pas envie de passer mon temps à concevoir ou fabriquer des jouets pour enfants à l'obsolescence programmée, probablement hors de prix, fabriqués à l'autre bout du monde, dans des conditions où je n'avais pas connaissance, a priori impossible à recycler. Et par exemple, ce que vous voyez là derrière moi, c'est un drone à selfie. Voilà, un petit drone qui sert à prendre des selfies. Et à l'époque, je peux vous dire que j'en étais fier. Mais quand je me suis rendu compte quand j'ai repris conscience de tout ce qu'impliquait cette activité, je me suis dit, c'est pas possible. En tant qu'homme, je voulais plus être au service, agir au service de l'intérêt d'une minorité, mais bien de l'intérêt général. Que ce soit celui des pays en voie de développement, qui fabriquent tous ces objets ou rendent possible ces services, des laissés pour compte qui n'y ont pas accès, chez nous comme ailleurs, ou de la planète de façon générale. C'est à peu près comme ça que je me suis retrouvé, quasiment par hasard, au sein de l'association Gold of Bengal et à travailler pour le Low Tech Lab. Alors, je ne connaissais pas du tout le projet avant, et je découvrais à peu près tout en même temps. Le monde associatif, l'économie sociale et solidaire, la Bretagne, mais aussi le Bangladesh, au passage. Et puis surtout le mot low-tech, que je n'avais jamais entendu pendant mon parcours d'ingénieur. On parlait à peu près tout le temps plutôt d'high-tech. Alors qu'est-ce que c'est que la low-tech, si ce n'est l'opposé de l'high-tech? C'est-à-dire un truc a priori pas super sexy dans la société dans laquelle on évolue. Eh bien tenez-vous bien parce que la low-tech, pour moi, c'est des solutions courageuses, et non pas des innovations audacieuses. Déjà, quand on parle de low-tech, on parle de solutions low-tech, plus que d'innovation low-tech. Et ces solutions techniques qu'on appelle low-tech, elles sont d'abord simples, le plus simple possible. Alors certes, contrairement au high-tech. Ensuite, elles sont utiles. Concrètement, elles répondent à des nécessités plutôt qu'à des besoins artificiels. Ensuite, elles sont évidemment durables, au sens où elles sont le plus économes possible en ressources et en énergie, le plus robuste possible, le plus réparable possible, modulaire, etc., etc., adaptable à différents contextes. Et enfin, elles sont accessibles. Et accessible, pour nous, ça veut dire à la fois libre de droit, donc il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de... Elles sont en open source, mais aussi accessibles en termes de savoir-faire, ça va avec la simplicité. Elles doivent être faciles à fabriquer, faciles à réparer. De façon générale, elles augmentent ce qu'on appelle la résilience de l'utilisateur ou de son fabricant. Pour ceux qui le savent peut-être, le Low Tech Lab est né des premières expéditions de Corentin de Châtel-Perron, à bord de bateaux fabriqués en composite fibre naturelle de jute, au Bangladesh, comme Gold of Bengal, que vous voyez là. Mais aujourd'hui, au Low Tech Lab, ce qu'on fait, c'est dénicher des solutions techniques low-tech partout dans le monde, les expérimenter, les tester, en évaluer la pertinence dans différents contextes, les documenter et les partager en ligne, en open source, sur notre site lowtechlab.org. Il ne s'agit plus d'expéditions en bateau, mais
de 4 projets d'exploration distincts. Le premier, c'est Nomade des mers, un catamaran qui parcourt les pays de la ceinture tropicale à la recherche de low-tech, d'inventeurs de low-tech, qui reproduit ces technos, qui les intègre au bateau, qui les teste, qui les documente, qui en fait des tutoriels en ligne, et qui au passage réalise une série télé avec Arte pour sensibiliser et faire connaître ces systèmes. Le deuxième projet, Low-Tech for Refugees, s'intéresse à comment les low-tech peuvent répondre aux besoins des migrants et créer du lien social dans les camps de réfugiés. Après avoir travaillé directement avec les associations locales, et ils ont notamment créé un makerspace sur place. Le troisième projet du Low-Tech Lab aujourd'hui s'intègre dans une suite de projets en quête d'un habitat durable. On commençait par faire un tour de France des low-tech, parce que oui, il y en a aussi en France, puis une exposition de sensibilisation. Et aujourd'hui, l'équipe s'apprête à vivre en immersion dans un micro-habitat low-tech pendant 6 mois, pour voir ce que c'est que la vie low-tech, documenter les réductions de consommation d'eau, d'électricité, réduction de factures, l'impact environnemental d'un mode de vie comme celui-là, et au passage réaliser une web-série pour à nouveau sensibiliser et documenter la vie low-tech. Donc rien que dans ces 3 projets, pour vous donner des exemples, au travers de ces 3 projets, au sein de l'équipe, on a pu apprendre à faire des petites éoliennes à partir de matériaux de récupération, à cultiver de la spirulie, une micro-algue très riche, des légumes-feuilles, des champignons ou des grillons, avec très peu d'eau et très peu de ressources pour répondre aux besoins d'alimentation. On a appris à utiliser l'énergie solaire dans un habitat comme celui-là pour chauffer en partie l'habitat, réduire la consommation de chauffage, réduire le chauffage, chauffer l'eau, chauffer ses aliments, vous avez vu le four solaire, mais aussi fabriquer des réchauds à économie de bois pour éviter que les migrants, par exemple, ne coupent les oliviers qui les entourent pour se chauffer ou pour cuire leurs aliments. Et bien moi, je porte le 4e et dernier projet du Low-Tech Lab, qui s'appelle le projet Agami. À travers du projet Agami, on s'intéresse aux matériaux low-tech et à la mobilité low-tech. Et alors les matériaux, c'est assez simple. On valorise des déchets locaux, des ressources naturelles renouvelables locales. Pour ce qui est de la mobilité, il ne faut pas imaginer que c'est la voiture électrique autonome dont on entend un peu partout parler. C'est avant tout un objet de mobilité utile, voire utilitaire, qui répond à des besoins de déplacement et de transport. Et nous, on s'intéresse à comment en réduire l'impact en remplaçant les matériaux qu'il utilise, aujourd'hui, avec ce constructeur qui s'appelle Carengy, à Madagascar. Eh bien, un véhicule comme celui-là, simple, dépouillé de diverses options, fabriqué localement, à part son moteur et sa chaîne de transmission, par une petite usine locale et qui emploie 80 personnes en réinsertion. Nous, on cherche à en réduire l'impact en remplaçant les composites fibres synthétiques par des matériaux 100% biosourcés ou à partir de fibres naturelles, toujours de jute, et de bioplastique, par exemple. Mais on se pose aussi la question du carburant, très vite, et de comment est-ce que, au lieu de passer à l'électrique, ce qui a souvent un impact écologique juste déplacé, on ne résout pas le problème, on le déplace, et ben on peut le faire tourner localement avec des déchets plastiques retransformés en carburant par pyrolyse ou avec des déchets agricoles transformés en biocarburant. Donc cette démarche-là, c'est la démarche low-tech, vraiment. Et vous l'aurez compris, au sein du Low-Tech Lab, on est beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce que le cœur de métier du Low-Tech Lab, on n'est pas que des ingénieurs, mais le cœur de métier du Low-Tech Lab relève du travail de l'ingénieur. Que ce soit du sourcing, de l'expérimentation, de la documentation de solutions, pour pouvoir les diffuser, ou l'inspiration qu'on peut donner au travers de ce qu'on fait. Finalement, je pense que la low-tech, elle pose la question du rôle de l'ingénieur, de l'éthique de l'ingénieur, de
non pas contribuer à une innovation audacieuse, mais contribuer à un progrès courageux. Elle montre qu'il est possible d'avoir un autre développement technique que celui dont on entend parler tout le temps aujourd'hui. Et elle offre la possibilité à l'ingénieur d'en être l'un des maillons essentiels, autant que le chercheur, l'artisan ou le paysan. Parce que ce qui reste à inventer, c'est non pas la technique de demain, qui existe déjà, elle est partout, il y en a beaucoup, solutions, mais le modèle qui va autour. Un modèle probablement basé sur l'économie circulaire, réemployer, réparer, recycler, l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire des services robustes et mutualisés plutôt que des produits jetables, l'économie de contribution, comme le logiciel libre, en version technique, donc des centres de création et de réparation complètement redistribués, à la fois autonomes et interdépendants, et l'économie régénérative, qui ne cherche pas à extraire tout de son environnement pour pouvoir se développer, mais justement à le réparer et y contribuer tout en se développant. Eh bien, je pense que la low-tech, pour l'ingénieur, elle représente une opportunité, une chance, une opportunité à saisir d'être peut-être plus courageux qu'audacieux, pour non pas apporter la troisième révolution industrielle avec tout son lot de numérique et d'énergie renouvelable qui finalement ne font souvent que déplacer le problème sur les lieux de production et de fabrication, d'extraction des matériaux dont ils ont besoin, mais plutôt une révolution low-tech, une industrie non pas 4.0 ou 5.0, mais une industrie ou un modèle de société zéro déchet, zéro émission et zéro inégalité. Merci.